Nous sommes lundi 23 octobre 2023. Une nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité. Auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et ce matin, je suis accompagné par le juge au siège, Benna Bougma. Bonjour à vous, juge Bougma. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, madame, monsieur. Alors, juge Bougma, pour cette première convocation du tribunal de l'actualité, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Alors, ce qui retient notre attention, vous savez, le lundi, j'ai le rituel de partager des pensées. Aujourd'hui, ma pensée est extraite du livre de monsieur Thierry Milogo. Le livre a pour titre Le principe favorable. C'est un auteur burkinabé. D'ailleurs, Thierry Milogo est très bien connu parce qu'il est libraire et en même temps éditeur. Voilà. Donc, je cite, nous croyons souvent posséder le savoir. Ce que nous savons n'est qu'une infime partie du savoir. C'est pour cela que nous devons recommencer à apprendre parce qu'il est sans fin. Certaines croyances au sujet des dieux et de la vie ne sont plus efficaces. C'est pour cela qu'il faut explorer la possibilité qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Fin de citation. Autrement dit, apprendre, apprendre et apprendre. Celui qui n'apprend pas désapprend et celui qui croit tout savoir, en réalité, ne connaît pas. Vous regardez la vie de ceux qui ont réussi dans leur domaine respectif, je dis, c'est des gens qui continuent d'apprendre, qui continuent de lire, qui continuent d'explorer de nouveaux horizons, quel que soit leur domaine d'activité. Parce que on ne sait jamais encore, on ne peut pas, il n'y a pas un moment où on dit bon maintenant c'est bon, on a atteint le sommet. Non, c'est au moment où vous estimez que dans votre domaine ou dans tel ou tel domaine, vous avez vraiment atteint le sommet que de nouvelles pages tournent et vous vous rendez compte que bon, vous n'étiez même pas encore, vous n'étiez qu'à la case départ. Et donc il faut apprendre. C'est ce que ce passage nous enseigne, qui a retenu notre attention, que je tenais à partager. Je disais que c'est Thierry Milogo, j'ai dit beaucoup le connaissent parce que, bon, pour ne pas faire de la pub, ils sont très nombreux ces auteurs qui sont passés par sa maison d'édition. Alors je voudrais en même temps souhaiter une très bonne semaine aux uns aux autres, aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, et souhaiter également beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire. Pendant qu'on y est, j'ai une pensée spéciale pour Aaron Bibi, qui a valablement représenté le Burkina Faso en pulvérisant son record et en laissant 10 kg d'écart entre sa performance et les précédentes performances. C'est une lueur d'espoir. Le drapeau burkinabé flotte plus haut dans le domaine de l'Oft League, comme le drapeau burkinabé a flotté aussi au niveau du triple saut avec Fabrice Zango. D'ici là, on sera à la CAN à Abidjan. J'espère que là-bas aussi, nos étalons vont bien galoper pour effectivement faire briller notre étoile. Donc, sur ce, beaucoup de courage à tout le monde, excellente semaine et surtout, je souhaite à tout un chacun un très bon lundi. Et c'est une semaine aussi qui sera marquée par un peu l'actualité nationale. Ah oui, c'est une semaine qui sera très riche, c'est même pas un peu. Elle sera très riche en enseignement parce qu'il y a ce qu'on sait, la CGTB qui prépare, mais aussi, on en parle peu aussi, c'est la date d'anniversaire de la création de la CGTB, parce qu'elle est créée en 1988. Et cette semaine, je pense, ça va marquer son 35e anniversaire d'existence. Et donc, comment est-ce que ça va être commémoré? On ne sait pas, parce que c'est aussi un syndicat, une centrale qui a apporté beaucoup dans la lutte syndicale au niveau du Burkina Faso. Bon, l'actualité étant tout autre, naturellement, on aura le temps d'en parler dans les jours et les semaines à venir. D'accord. Et pour cette première convocation du tribunal de l'actualité, nous recevrons à la barre du tribunal d'un moment à l'autre le collectif des acteurs du secteur minier. Mais en attendant, juge Bougma, vous l'avez si bien dit, la semaine sera beaucoup marquée par cette affaire de CGTB. On aura le temps d'en reparler. Mais en attendant, il est très important que les uns et les autres, au niveau de l'esprit, que chacun mette un peu d'eau dans le vase. Chacun dilue son vin. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Maintenant, l'autre réalité, c'est que le Burkina, d'abord, est un laboratoire d'expérimentation des concepts politiques. Deuxièmement, l'autre réalité aussi, c'est que
il y en a qui sont animés de bonne foi et de bonne intention. Malheureusement, on peut brûler un pays en étant de bonne foi. Et c'est ça. Maintenant, qui est de bonne foi, qui se trompe de combat, qui estime que ce n'est pas le contexte pour livrer certaines batailles, ça, je ne saurais le dire, compte tenu aussi des implications politiques et idéologiques de certains camps et de chaque camp d'ailleurs. Donc, c'est ça aussi qui rend difficile les choses. Il y en a qui sont dans des convictions politiques et idéologiques suffisamment tranchées, ce qui fait que, bon, voilà. Donc, on est dans ce mélange-là. Mais quoi qu'il en soit, chacun doit avoir raison garder. Et je pense, et c'est pourquoi j'en appelle à ceux qu'on qualifie de légitimité morale. Il faut forcer, entre griffes, le dialogue au Burkina. Il faut faire en sorte de ramener les uns et les autres sur la table de discussion et montrer qu'on a un seul pays, on a une seule patrie. Si nous allons nous tirailler, à un moment donné, on ne va pas pouvoir en sortir. À moi, le repli identitaire, le repli communautaire sur beaucoup de choses, ça risque de ne pas payer positivement pour nous. Juste de ne pas payer positivement pour nous. On espère ne pas en arriver là. Et déjà, pour débuter cette audience du tribunal de l'actualité, en attendant nos invités, l'actualité, c'est aussi l'avant-propos du juge Bougma qui a été marqué, bien sûr, par le monde sportif, notamment avec Iron Bibi. Juge Bougma, on est dans la semaine du Tour du Faso. Et déjà, il faut féliciter les différents acteurs. Vous avez parlé des étalons qui seront bientôt en compétition au niveau de la Côte d'Ivoire aussi. Tout à fait. Le Tour du Faso, c'était un événement en son temps effectivement qui faisait la fierté du Burkina. Jusqu'à présent, ça fait la fierté du Burkina, mais je parle de l'envergure parce que vous étiez élève en province, le Tour du Faso arrive, quand votre province, chef-lieu de province, a l'opportunité de recevoir les coureurs. Ils viennent, ils terminent la course là-bas, ils passent la nuit là-bas, c'est des artistes qui défilent pour chanter, et puis bon voilà, les gens partent suivre. C'était ça aussi le Tour du Faso. Mais maintenant, avec le contexte terroriste qui a eu raison du rallye Paris-Dakar, notre Tour du Faso aussi était obligé aussi d'éviter certains axes pour éviter effectivement un certain nombre de problèmes. Et cette année, avec l'option prise par nos autorités sur l'angle diplomatique, ça n'a pas facilité les choses. Certains pays se sont retirés. Je ne pense pas que c'est parce que sur le plan sécuritaire, on n'arrive pas à atteindre certains résultats voulus par les uns et les autres. Je pense que nos choix diplomatiques ont pesé dans la balance pour que certains pays se retirent et que certaines entreprises également se retirent. Quand bien même il y a des entreprises qui se sont retirées de l'événementiel compte tenu des problèmes financiers, il y a des retraits qui ne s'expliquent pas comme on l'a vu tout récemment. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est un Tour du Faso qui aura lieu avec ceux qui vont venir partager le coup de pédale avec les Burkinabés. Le sujet du jour, il est retenu pour le collectif des acteurs du secteur minier. C'est un collectif qui a été créé en vue de lutter un peu contre ce qui minerait ce secteur d'activité. Juge Bougma, quel est votre regard sur le secteur minier qui est beaucoup touché par la crise sécuritaire? C'est tous les domaines qui sont touchés par la crise sécuritaire. Mais le secteur minier, là-bas, c'est beaucoup plus fouetté parce que, d'abord, quand on parle des mines au Burkina, le débat, il est passionné. Ça soulève de la passion, de la controverse. Ils prennent beaucoup d'argent, ils ne payent pas les impôts. Il y a des gourous, des gouvernants qui font partie, qui sont des actionnaires, qui sont ici. Donc, c'est un sujet de passion à tous les niveaux. Et donc, il y a une tentative effectivement de régler les choses. Donc il y a des acteurs également qui s'organisent. Certains acteurs pour créer des écoles de formation, certains pour vendre du matériel minier, d'autres pour faire ci ou pour faire ça. Mais on a un secteur minier également qui est aussi éprouvé par la crise sécuritaire. Donc le Burkina attend beaucoup en termes de choses. Il y a les communes qui attendent, donc avec le Fonds minier de développement local. D'ailleurs, la loi a été relue, le décret a été relu pour que certaines portions de ce fonds minier de développement local puissent être affectées à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre l'insécurité tout récemment. Je pense que c'est lors du dernier conseil des ministres. Donc, alors, c'est un secteur minier où également nous avons reçu ceux de la Chambre de commerce, la Chambre des ministres, qui disent que bon, si rien n'est fait, c'est pas aussi évident. Ça va être difficilement tenable
pour certaines mines, compte tenu également de la situation sécuritaire, il faut renforcer le dispositif, créer de nouvelles conditions de transport, et puis avec des taxes également, donc ce n'est pas aussi simple. Mais quand on parle de l'or, on parle des richesses, et qui parle des richesses, parle des passions et tout ce qu'il peut y avoir. Donc c'est aussi bien que les acteurs s'organisent. Nous sommes désolés qu'ils soient vraiment en retard pour qu'on puisse en parler, pour comprendre les tenants et les aboutissants de leur situation. Nous espérons ils vont venir d'un moment à un autre. Voilà que nous sommes en train de digresser sur un plateau. Et ce secteur, en attendant, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises par l'actuel gouvernement de transition. Au niveau du fonds minier de développement local, des choses ont été faites pour accompagner un peu le fonds de soutien patriotique à ce niveau. C'est ce que je disais, que à l'issue du dernier conseil des ministres, il y a une disposition qui a été prise sur ça pour pouvoir régler ce problème. Régler ce problème, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est prévu pour les mairies, les communes, les collectivités territoriales, une partie puisse venir pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Déjà, c'était là. Ce fonds était là pour pouvoir aider. Bon, parce que les mines contribuent déjà. Le gouvernement a revu un certain nombre de choses. Mais la vérité, c'est que au niveau du fonds de développement pour les communes, parce qu'il y a une clé de répartition. Il y a d'abord les communes minières. Et maintenant, une clé de répartition qui permet aux autres communes qui ne sont pas des communes minières de pouvoir bénéficier de ce fonds-là. Mais maintenant, ici, le calcul qui a été fait, c'est de revoir. Je n'ai pas les taux pour le moment. On n'a pas tous les textes pour avoir les taux, tous les taux pour le moment. Mais ce qui est au moins clair, c'est qu'il y a que maintenant, ça ne va pas être seulement les communes qui vont bénéficier. Non seulement les communes vont bénéficier, mais il y a une part qui va être envoyée au niveau une part qui va être reversée pour la lutte contre le terrorisme, ce qu'ils appellent le soutien patriotique. Certains disent effort pour la paix. Donc, effort de paix. Donc, je pense que il fallait y penser, parce que bon, il y a des communes qui ne peuvent même pas utiliser à bon escient cet argent pour des infrastructures. C'est peut-être réinvestir ailleurs, peut-être dans le renforcement des capacités, mais il y a des communes minières aujourd'hui qui ne peuvent pas bénéficier, comment on appelle ça, que ce fonds ne permet pas d'alimenter des projets structurants. Compte tenu des attaques terroristes, vous ne pouvez pas construire d'infrastructures scolaires, de santé pour les jeunes. Vous ne pouvez pas, compte tenu des attaques. Parce qu'il y a des communes même où dans beaucoup de villages, les gens ont déguerpi. Donc c'est très compliqué. Maintenant, tout cet argent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'épargne pour que quand ça va se régler? Bon, mais il y a des communes qui ont trouvé les moyens aussi d'utiliser ça autrement, parce qu'il y a le social, donc il y a les personnes déplacées internes que la commune gère, et il y a bien d'autres éléments, parce qu'une commune aussi, ce n'est pas que des infrastructures. Mais maintenant, ici, ce qui est demandé, c'est une quote-part pour soutenir l'effort du soutien patriotique. D'accord, nous allons continuer sur le sujet. Nous allons juste rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qu'initialement, cette première convocation du tribunal de l'actualité devait se tenir avec à la barre le collectif des acteurs du secteur minier. Il devait être représenté par son président Amédée Sawadgo, qui est le président de ce collectif, également par son secrétaire général, M. Wahabo Sana. Mais compte tenu du temps, nous allons continuer avec le sujet qui est toujours enrôlé pour la présente convocation. Juge Bougma, au-delà de ce que le gouvernement de transition a eu à ponctuer au niveau de ce fonds minier de développement local, l'autre réalité aussi que l'on connaît, c'est que ce secteur des mines, au-delà de ce qu'il a connu au niveau de la situation sécuritaire, a tout de même constitue toujours un levier puissant pour l'économie dans le contexte de guerre où nous avons besoin des ressources. Oui, là vous m'envoyez au front comme un VDP sans initiation, sans aucune notion de base dans le maniement des armes avant de le combattre au front, parce que c'est un sujet également qui demandait de la préparation, donc il n'y a pas de problème. Alors ce que vous dites c'est vrai, les mines au Burkina, il y a eu une histoire. Après la mine de Poura, le Burkina savait déjà qu'il est un potentiel minier. Quand on parle de mines, on ne parle pas seulement d'or, parce qu'on parle de gisements enfouis dans le sol. Malheureusement, on ne s'est réellement pas très bien préparé pour faire face au boom minier au Burkina Faso. D'écoles de mines
les tout premiers étaient formés à l'extérieur. Et quand le boom minier, les mines d'or ont commencé réellement leur activité, la plupart des postes d'enjeu, les tout premiers étaient occupés par des expatriés. À l'échelle locale, il y avait un problème d'expertise pour pouvoir faire face à la situation. Donc, comme il y avait un problème d'expertise à l'échelle locale, il n'y avait pas d'école en tant que telle, il fallait travailler à l'organisation. Et les Burkinabés, c'était d'abord dans des petits boulots qu'ils ont commencé dans le domaine des mines avant de pouvoir y aller. Donc, même pour signer les accords, pour la part qui revient à l'État, ça n'a pas été simple. Pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de pourcentages qui fassent en sorte que chacun puisse trouver son compte, parce qu'il y avait un problème d'expérience. Ajouté à cela aussi, il y avait la gourmandise de nos dirigeants, de certains de nos dirigeants, qui ont beaucoup plus gagné personnellement, donc individuellement, au détriment de l'État burkinabé. Et ça aussi, c'est des faits. Il y a des ministres, il y a des personnalités qui ont intervenu dans le domaine des mines, qui sont intervenus dans le domaine des mines, qui ont eu que l'avantage que les mines envoient leurs enfants tout frais payés sur le dos de l'État burkinabé à l'extérieur. Il y en a qui ont été pris en charge sur un certain nombre de choses. Certains ont eu des petites parts d'action là-dedans. Donc, ce comportement qui n'est pas du tout patriotique n'a pas permis aussi au Burkina d'engranger un certain nombre de choses. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont en train de se normaliser. Et aujourd'hui, même pour la formation, il y a beaucoup d'écoles au niveau du Burkina qui forment dans beaucoup de domaines et beaucoup de secteurs au niveau des mines, et ça, c'est un grand point. Il y a un bond en avant que les Burkinabés ont pu faire dans le domaine des mines, en ce qui concerne les boulots d'enjeu. Toutes nos excuses encore aux auditeurs et aux téléspectateurs de Twi TV et de la radio Watt FM. C'est un rendez-vous qui vous est très précieux tous les matins, du lundi jusqu'au vendredi. Vous n'hésitez pas à être aux côtés de vos postes récepteurs de votre radio, et également connectés sur les réseaux sociaux, notamment à travers notre page Facebook et YouTube. Nos excuses, mais nous démarrons enfin cette audience du tribunal de l'actualité avec les invités qui nous ont rejoints. Il s'agit d'Amédée Sawadgo, le président du collectif des acteurs du secteur minier, et il est accompagné par Wahabo Sana, le secrétaire général du collectif des acteurs du secteur minier. Juge Boukma, les convoqués sont à vous pour des questions de généralité. D'accord. Alors, première question de généralité. Bon, je ne voudrais pas... C'est un commentaire. Vous nous avez fait vraiment... Vous avez mis nos téléspectateurs et nos auditeurs dans un vrai inconfort. En telle enseigne que je suis devenu... J'étais obligé de faire de la digression pour revenir à notre sujet. C'est un constat que je fais. Et bon, donc, en tout cas, la Cour n'est pas très heureuse parce qu'il y a des auditeurs et des téléspectateurs également qui nous entendent. Donc, en toute sincérité, en tant que Burkinabé, je dois vous dire ça avant de vous poser ma première question de généralité. Alors, la question est la suivante. Vous êtes amené à vous organiser. Comment est-ce que c'est parti de quoi? Le fait, comment on appelle ça, de pouvoir vous organiser à travers le collectif. Merci pour cette émission, et aussi merci pour la question. Et avant tout propos, nous tenons à nous excuser auprès des spectateurs qui, d'une manière ou une autre, s'est retard. Alors, en ce qui concerne le collectif est né sur un constat de plusieurs entités sur le secteur minier. Alors, quand vous prenez par exemple le secteur, il y a plusieurs dimensions, notamment que ce soit les salariés, que ce soit les communautés, que ce soit l'État et que ce soit aussi, disons, les entreprises. Alors, suite à des manifestations, des conflits qui naissent d'une manière ou une autre, que ce soit aux côtés des orpailleurs, des communautés, que ce soit au niveau des salariés qui cherchent ou qui luttent d'une manière ou une autre pour meilleures conditions de vie et de travail, et aussi au même moment pour la préservation de leur emploi. C'est l'ensemble de toutes ces entités et l'irréalité qui existe au niveau du secteur, et surtout un manque de compréhension du secteur minier proprement dit, qui a amené la création du collectif. D'accord. Maintenant, vous êtes des acteurs issus de quel profil exactement? Bon, le collectif regroupe plusieurs entités. Ça veut dire, nous avons estimé que, allant dans un sens où nous partons de façon divergente, nous n'allons jamais pouvoir parler le même langage sur le secteur. Vous voyez par exemple la Chambre des mines. La Chambre des mines qui n'est qu'une association des acteurs du secteur minier, mais ça regroupe purement tous ceux qui sont de l'entreprise, c'est-à-dire les miniers eux-mêmes qui se sont regroupés et ils ont créé leur association pour parler le même langage. Alors nous avons estimé que
que ce soit l'orpailleur, que ce soit le communauté, c'est-à-dire les communes habitant par exemple les entreprises minières, que ce soit le mineur, c'est-à-dire celui qui travaille au sein de l'entreprise, ou l'État en question, il y a une manière à une autre, il faut qu'on arrive réellement à se regrouper pour parler le même langage. Alors, ce collectif prend en compte non seulement les salariés, ainsi que les communautés. Voilà. Afin que nous puissions réellement, parce qu'il y a certaines dérives qui se manifestent d'une manière à une autre où nous n'arrivons pas à cerner réellement le débat et aussi permettre à la population de mieux comprendre qu'est-ce que le secteur minier ou quelles sont les différentes dérives. Est-ce qu'il y a un lien entre vous et puis la chambre de mine? Bon, pour le moment, il n'y a pas ce lien qui existe parce que du moment où... parce que les objectifs sont divergents et ils sont là pour protéger l'intérêt de l'entreprise. Et nous sommes là pour protéger l'intérêt global, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'État, que ce soit les communautés et aussi les salariés. D'accord. Donc ça dit qu'en vos rangs, il y a des entreprises minières, il y a des personnes physiques, donc comme les salariés et tout et tout. Vous positionnez comme un syndicat ou quoi? Non, on n'a aucun caractère syndical. D'accord. Et quel est votre regard sur le secteur des mines aujourd'hui, un secteur confronté à la crise sécuritaire, comme beaucoup d'autres secteurs? Comment se porte le secteur des mines aujourd'hui, selon le collectif? Bon, pour ne pas dire, c'est une triste réalité que toutes les entreprises vivent au jour d'aujourd'hui, mais le secteur minier prend un coup extrême parce qu'il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Et aussi, le fait que ce n'est plus accessible, ça engendre beaucoup d'énormes coûts qui, d'une manière à une autre, l'entreprise, d'une manière à une autre, souffre. Ils peinent même, des fois, ils sont obligés de mettre certains salariés en chômage technique afin de pouvoir pallier certaines dépenses. Alors, mais, que cela ne tienne, il y a aussi de la potentialité. Il y a de la potentialité parce que quand on prend par exemple l'enquête parlementaire sur le foncier minier en 2016 par exemple, il y a eu plus de 360 et quelques permis qui ont été retirés. Donc nous pouvons conclure pour dire que non, en réalité, s'il n'y avait pas cette crise sécuritaire, le Burkina serait quand même l'Eldorado minière en Afrique de l'Ouest. On en parlait tout à l'heure du Fonds minier de développement local. Vous avez beaucoup milité et soutenu pour sa mise en place. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des points de satisfaction? Oui, parce que je pense que le fonds minier a été, suite à l'enquête parlementaire sur le foncier minier en 2016, à travers les conclusions, que ce décret a été pris d'une manière à une autre. Mais je félicite à l'époque, effectivement, d'une manière à une autre, du fait que il y avait des articles ou bien il y avait des points qui bloquaient l'usage de ces fonds. Sinon, au jour d'aujourd'hui, on n'allait plus parler de ce fonds parce que ça serait dilapidé à des fins. Mais avec ce petit blocus, ça a permis quand même réellement de réserver ces ressources en question. Mais à l'époque, quand on élaborait pour l'obtention de ce fonds, l'objectif était projeté de permettre le développement à long terme des communautés. D'où le fonds a été affecté au niveau des conseils régionaux qui, d'une manière à une autre, qui est géré par ma TDS, voilà, c'est-à-dire le ministère d'administration territoriale. Voilà. Donc, ça empêchait, par exemple, qu'un maire, d'une manière libre de pouvoir utiliser ces fonds à ses fins personnelles ou autres. Voilà, qui au jour d'aujourd'hui, face à notre situation sécuritaire, nous avons besoin des ressources. Je pense que c'est ce qui a prévalu la relecture pour pouvoir réellement réviser cet article qui bloquait l'usage de ces fonds afin de pouvoir l'affecter sur l'effort de guerre en question. Oui, mais aujourd'hui, ce fonds est utilisé à quoi? Dans les communes où c'est difficile d'accès? Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui, en tant qu'acteur dans le domaine des mines, comment ce fonds pour le développement local là, il est utilisé au niveau des communes qui ont des difficultés sur le plan sécuritaire? Bon, puisque le problème est que le fonds, d'une manière à une autre, avait des objectifs bien précis. Mais lorsqu'on élaborait le projet en question, c'est-à-dire pour l'obtention du fonds minier, on n'a jamais dit que le fonds était destiné à tel investissement. C'est aux collectivités d'élaborer les plans de développement durable afin de pouvoir manifester le besoin et qu'il y a des spécialistes qui vont analyser et étudier pour voir est-ce que le projet est viable ou bien est-ce que le projet, voilà, afin de pouvoir passer au décaissement. Telles étaient les difficultés des communautés.
Voilà. Parce que la plupart qui bénéficiaient de ces fonds, par exemple, quand vous prenez par exemple Houndé Gold, ou par exemple vous prenez la commune de Houndé, d'une manière générale, bon, on se pose la question du moment où il y a le fonds minier et que les morgues a des difficultés d'exister. Bon. Mais il se trouve que le fonds ne pouvait pas être utilisé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour pouvoir utiliser le fonds, il y a toute une entité de formules qu'il faut réellement réunir, des conditions qu'il faut réunir pour pouvoir afin passer au décaissement. Et la plupart des communautés n'ont pas cette expérience. Donc, d'une manière à une autre, une part est de pouvoir faire exister le fonds, mais une autre part est aussi de permettre ou bien de former ces collectivités-là à l'utilisation de ce fonds, chose qui n'a pas été faite. Oui, parce que c'est là où je ne comprends pas. Il y a un fonds qui est là, qui est destiné aux communes, mais pour le décaissement, on dit qu'il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas encore apprises par ceux qui devaient faire le décaissement. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Oui, c'est comme je disais au départ, en 2016, quand nous étions convaincus qu'on pouvait avoir de fonds. Parce que les miniers avaient à l'époque dit que non, pour pouvoir permettre à ce qu'on ait le fonds, il faut forcément qu'on capitalise l'investissement qu'ils ont déjà fait au préalable et déduire sur ce qu'ils doivent déverser et autres. Jusqu'à un moment donné, on a trouvé un consensus où il fallait dire oui, effectivement, on peut donner le fonds. Alors, dans les écritures, on n'a jamais dit le fonds est destiné à quel type de projet d'investissement. Le fonds est là, c'est pour la commune. Ou bien le fonds est là, c'est pour la région. Mais, on doit l'utiliser à quelle fin? Dans les prises de décision, ça n'a jamais fait l'objet de mention. Donc, vous pouvez avoir par exemple un assainissement que vous voulez faire, vous avez besoin du fonds, mais étant donné que c'est laissé une appréciation, bon, c'est une vide. Voilà, on a le fonds, mais comment l'utiliser ou bien comment faire pour l'utiliser, ça n'a pas fait l'objet d'une mention. Donc il y a toute une entité de relecture qu'il faut réellement pour pouvoir permettre ou bien une orientation sur ce fonds. Alors oui, quel est votre avis, M. Sana, par rapport à ce fonds minier de développement local? On a récemment vu le gouvernement de transition qui a procédé à des réformes afin de permettre qu'une certaine partie puisse être prélevée au profit du fonds de soutien patriotique déjà. D'accord, bonjour Président, bonjour Juge Boukman, voilà, merci pour la parole. Et bonjour également aux éditeurs et puis aux téléspectateurs. De prime abord, on s'excuse déjà vraiment pour le retard accusé, voilà, et on souhaiterait également avoir une pensée pieuse, on va dire, à l'endroit de tous ceux-là qui sont, on va dire, tombés sur les champs de guerre parce que le pays est actuellement très éprouvé. Voilà, également prompt rétablissement à tous les blessés et aussi nous souhaitons, on va dire, un prompt retour à tous les déplacés internes. Voilà. Donc pour revenir sur le fonds de développement local, il faut dire que la réforme qu'il y a eu. Voilà, il y a eu véritablement des réformes qui ont été opérées récemment, voilà, par rapport donc à ces dispositions. Vous savez que le secteur minier représente un levier quand même assez puissant, voilà, en termes de contribution financière au niveau de l'État. Voilà. Actuellement, étant donné que le pays est très éprouvé, on a besoin véritablement de fonds pour soutenir, on va dire, l'effort de guerre. Voilà, c'est dans cette dynamique-là que ces réformes ont été engagées pour, n'est-ce pas, pouvoir ponctionner quand même une partie de ce fonds-là et pouvoir l'affecter véritablement à ce fonds patriotique-là. Voilà. Je crois que le tout, c'est pour véritablement permettre en tout cas au pays de pouvoir sortir, on va dire, de cet imbroglio et de pouvoir donner en tout cas une ère nouvelle, voilà, au pays actuellement. D'accord. Voilà. Oui, M. Savargo, par rapport à cette réforme qu'il y a eu au niveau du fonds minier de développement local. C'était opportun parce que moi, je disais à l'époque, en réalité, nous avons de l'argent qui dort. Et pour la question d'effort de guerre, je n'ai pas hésité, ou pour l'approche que j'ai eue peut-être avec certaines personnes, j'ai fait comprendre que si nous partons vers le fonds de développement, il y a de l'argent qui a été sécurisé. Parce qu'en 2000, nous savons ce que nous avons fait. Et je dis non, il y a de l'argent qui a été sécurisé et que si réellement on fait cette révision, cette relecture, ça nous permettra d'avoir peut-être, ne serait-ce qu'un montant très consistant. Pourquoi même ne pas le prendre c'est-à-dire tout ce fonds pour injecter si réellement il y a nécessité. Voilà. Parce que c'est de l'argent qui a été emmagasiné, étant donné qu'il y avait ce verrouillage qui existait, le politicien n'avait pas cette possibilité de pouvoir le décaisser à ses bonnes fins.
Ouais. Alors, l'autre difficulté que l'on rencontre notamment dans le secteur des mines, on parle aujourd'hui du problème de sous-traitance. Il y a tout de même des avantages. Quels peuvent être ces avantages liés à cela? Bon, moi, personnellement, j'ai combattu la sous-traitance à l'époque, plus précisément avec le juge Boukma, en 2014-2015, où pratiquement dans toutes les entreprises minières, à l'époque, il y avait certains prélèvements sur le salaire à travers ces cabinets d'écran qui existaient à l'époque. Alors, pour moi, il y a plusieurs... Quand on prend la sous-traitance, il y a plusieurs manières. Il y a le bon et il y a le mauvais. Le bon voudrait que l'entreprise en question, c'est lui qui vous recrute, c'est-à-dire vous êtes son personnel. Vous partez pour réaliser une activité X précis. Donc tout ce qui va avec l'incidence salariale, prise de soins et autres, tout ça est affecté au cabinet en question de placement. Mais vous allez voir qu'il y a des entreprises ou bien des sociétés de placement qui est là. Ils sont là juste pour simplement, le jour où on dit qu'il y a salaire, et ils peuvent positionner le salaire et ils détirent le bulletin. C'est tout. Maintenant, quand tu veux parler, on te dit non, c'est pas ton employeur. Ça veut dire que le minier dit non, c'est pas lui qui est ton employeur. Pourtant, prise de décision congé, sanction, évaluation, c'est le minier qui le fait. Quand il s'agit de salaire et de bulletin, c'est le sous-traitant qui vient vous donner. Donc, il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'a aucune activité qu'il mène sur vous, mais il a une prestation, c'est-à-dire un prélèvement d'un dû grâce à vous. Et nous combattons cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous prenons par exemple, vous prenez par exemple les entreprises minières au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez le département d'exploitation. Quand on dit l'exploitation, c'est tout ce qui va avec le transport de minerais et autres. C'est confié à des entreprises. D'où nous sommes en train d'arriver peut-être au jour d'aujourd'hui des entreprises burkinabées qui en bénéficient peut-être de ces choses-là. Mais ces entreprises ont déjà du personnel. Ils ont eu un marché à exécuter, c'est-à-dire à transporter. Ils partent avec leur personnel pour réaliser cette activité. Ça, on peut dire que c'est la bonne forme. Mais à supposer qu'on dit non, écoutez, on doit transporter du minerai. Le minier recrute les conducteurs. Et un jour, on dit, fin du mois, allez voir une telle entreprise pour vos salaires. Pourtant, l'entreprise en question n'a pas participé à votre recrutement. Il ne connaît absolument pas de ce que vous faites sur le terrain. Mais c'est le salaire seulement qui est son rôle. Le juge Boukma. D'accord. Et donc, mais ces entreprises de sous-traitance-là, effectivement, il y a eu grand bruit après l'insurrection populaire. Il y a eu grand bruit sur... est-ce que la pratique continue? Bon, je pense qu'à travers cette lutte, ça a permis quand même de freiner l'hémorragie qui était, parce qu'ils ont pris conscience et que beaucoup ont changé. Mais il y a toujours des réformes à faire. D'accord. Vous dites que vous avez lancé le collectif parce qu'il y a, comment on appelle ça, il y a beaucoup de dérives dans le secteur. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bon, il y a beaucoup de dérives sur le secteur minier. Parce que quand vous prenez au jour d'aujourd'hui, côté salarial par exemple, vous prenez une mine qui est par exemple à Niankoro-Dougou. Une mine qui est à Niankoro-Dougou et une autre mine qui se trouve par exemple à Bungu, par exemple, pour même activité donnée, ils n'ont pas les mêmes revenus. Les travailleurs? Les travailleurs. Mais est-ce que c'est le même employeur? Ça peut être le même employeur. Je prends le cas par exemple de Endeavour Mining, qui détenait par exemple la mine de Wayon et qui détient la mine de Houndé, qui détient aussi la mine de Bungu à l'époque et la mine de Ouna, Semafo Ouna à l'époque. C'est le même employeur, Endeavour. Mais ils n'ont pas le même traitement salarial. Alors, nous avons estimé que... Chacun négocie son salaire avec son employeur. Bon, mais il y a une grille salariale quand même, applicable. Chacun négocie. Bon, la négociation, il y a une grille salariale applicable à tous. Voilà, toute entreprise a des grilles salariales. Mais en principe, si on a le même employeur, nous sommes imposés à ces grilles salariales. Voilà. Donc, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir... Parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand on dit, par exemple, le code minier, moi, je parle plutôt que de code d'investissement. Parce que quand vous prenez, par exemple, le code minier, on ne parle dans aucun cas les dispositifs qui managent, par exemple, le salarié
et aussi leurs bailleurs. Pourtant, les crises naissent à travers ces entités. Et quand vous prenez l'entreprise minière, tout de suite, s'il y a un conflit, on se réfère au Code général du travail. Pourtant, sur le terrain, nous n'avons pas peut-être les mêmes activités que nous menons, nous n'avons pas les mêmes dangers que nous affrontons. Et quand on prend l'appréciation, par exemple, un inspecteur du travail, il est à l'embarras parce qu'il ne peut pas faire l'application à l'intégralité de certains paramètres. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir, par exemple, un même traitement avec, même si c'est le même employeur. Mais, si nous arrivons réellement à parler le même langage, à supposer que tous les mineurs en question, y compris les collectivités, l'ensemble forme un bloc pour accompagner l'État dans ses réformes. Parce que je pense qu'il y a une relecture qui est en cours sur le code minier. Mais pour moi, je dis non. Est-ce un code d'investissement qu'on est en train de relire, ou bien c'est le code minier qui va prendre l'aspect de l'ensemble de toutes les entités liées du secteur minier? Qu'est-ce qui est souhaitable? Une réforme totale de ce Une réforme code totale, minier? c'est-à-dire il faut réellement repartir sur une relecture profonde du secteur, c'est-à-dire créer réellement des bases et des fondements qui peuvent régir réellement le secteur minier. Parce que pourquoi pas ne pas faire une coopération d'investissement minier? Pour tout ce qui est d'investissement, ça peut se faire. Là, on parle de l'investissement, on parle de l'environnement et autres. Voilà, parce qu'au niveau de l'environnement, ça cause problème. Quand vous prenez le fonds de réhabilitation, depuis Poura jusqu'à aujourd'hui, quelle mine a été réhabilitée? Mais le fonds est où? Et aussi, j'ai quand même un commentaire à la suite de son intervention. Voilà, il faut dire que d'abord, le collectif, c'est vraiment un mouvement associatif qui est né à la suite des différentes crises que nous avons connues un peu dans le secteur minier. Et quand vous regardez, au fait, le secteur minier, c'est un secteur qui a en tout cas de très gros investissements. Et généralement, les crises ont, on va dire, des corollaires, on va dire, très négatifs, sur d'abord même les entreprises et aussi sur en tout cas les différents acteurs. Donc vous verrez même que les crises antérieures, il y a eu carrément des pertes en vie humaine, il y a eu des dégâts matériels très immenses et tout. Voilà. Et donc le collectif est là pour véritablement travailler en amont, pour éviter en tout cas d'éventuelles crises, qui pourraient véritablement impacter le monde minier de façon générale. Éviter d'éventuelles crises. Le juge Bougma a posé la question tout à l'heure. Vous n'êtes pas affilié à la Chambre des mines de Burkina. Il vous a posé la question, est-ce que vous apparaissez comme un syndicat? Vous avez répondu par la négative également. Exact. Nous ne sommes pas au fait un mouvement syndicaliste. Également, la précision qu'il faut ajouter, nous sommes également apolitiques. Voilà, c'est vraiment un mouvement associatif qui va travailler de concert avec et les entités étatiques, les entreprises minières et aussi les différents acteurs sociaux. Voilà, de sorte à ce qu'il y ait une véritable concorde, on va dire, au niveau du milieu, et travailler également à promouvoir, on va dire, la compétitivité nationale. Parce que à terme, ce que nous visons, c'est pour qu'il y ait véritablement une relève au niveau donc des acteurs nationaux dans ce secteur-là. Pourquoi n'avoir pas tout simplement rejoint la Chambre des mines qui milite un peu pour ce dont vous parlez? Oui, effectivement, la Chambre des mines, c'est également un mouvement associatif qui œuvre un peu dans le secteur. Voilà. Mais nous disons ici que nous avons beaucoup plus une vision plus holistique du monde minier. Nous n'appartenons pas à la Chambre des mines. Nous n'appartenons pas, on va dire, aux entreprises minières. Nous n'appartenons pas à l'État. Voilà. Nous sommes beaucoup plus dans une vision globaliste. Voilà. Et nous voulons véritablement travailler à redonner, on va dire, à promouvoir davantage le potentiel minier. Voilà. Il y a déjà certains collectifs ou certains mouvements, on va dire, du secteur, mais qui sont, on va dire, qui ont déjà des partis pris ou qui sont déjà affiliés à d'autres structures. Voilà. Donc nous sommes beaucoup plus, on va dire, dans une vision beaucoup plus holistique. Voilà. Nous allons accompagner, s'il le faut, l'État dans les réformes qu'il faut pour véritablement encadrer davantage le secteur minier. Le président disait tantôt qu'il y a de véritables disparités au niveau donc, du secteur minier. Quand vous prenez les traitements salariales, quand vous prenez également un certain nombre également des réalités, il y a des disparités d'une mine à une autre. Donc le souhait, c'est véritablement d'avoir une convention minière qui puisse réglementer le secteur. Ça va permettre en tout cas de donner beaucoup plus d'ordre, ça va permettre en tout cas, ça va servir de référentiel au niveau du secteur. Et nous pensons que à l'étape où nous sommes,
le secteur minier a véritablement besoin d'être assaini par des textes pointus, par des réglementations assez claires. Parce que c'est un corps de métier quand même qui engorge, on va dire, un grand nombre d'employés ou de salariés. Vous prenez par exemple la mine de Sakane qui a plus de 2500 employés directs. Vous voyez que c'est quand même assez énorme. Donc il faut travailler déjà à pouvoir éviter qu'il y ait vraiment des crises en promettant, on va dire, un bon dialogue social et tout, et aussi avoir des bons textes. Alors, vous insistez sur les textes. Vous dites que, est-ce qu'on veut un code minier ou un code d'investissement? Alors, à vous entendre parler, compte tenu du fait que vous dites que c'est un secteur qui est spécifique, donc il faut inclure dans le code minier qui est en relecture les aspects liés également aux conditions de recrutement, travail, tout plutôt que de les régir par le code du travail. Tout à fait, parce que quand vous prenez le code du travail, c'est vraiment un code qui touche à beaucoup de secteurs d'activité, voilà, alors que le secteur minier, c'est quand même un secteur assez spécifique avec ses réalités, et nous souhaitons véritablement qu'on puisse intégrer ces réalités-là au niveau du code minier, ou travailler plutôt à avoir une convention spécifique du secteur. Il y en a qui ont des conventions collectives au niveau des médias, au niveau des boulangeries. Tout à fait. Quand vous prenez par exemple, voilà, et aussi le corps des pharmaciens, il y a une convention spécifique de ce corps des métiers-là, et quand vous prenez quelques pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, c'est des États qui ont des conventions minières propres au secteur, et ça permet véritablement de réglementer le secteur, et ça permet de définir quelles sont les obligations, les droits des différents acteurs, et ça évite vraiment les crises. Ça évite vraiment les crises. D'accord. Voilà. On sait que ça n'a pas toujours été le parfait amour entre les sociétés minières et les orpailleurs. On a eu le cas récemment Houndé où il y a eu des altercations et tout. Qu'est-ce qui constitue le goulot d'étranglement à ce niveau-là? D'accord. Il faut dire que c'est vraiment des guéguerres qui ne datent pas d'aujourd'hui, et ça continue. Voilà. Donc il faudra véritablement que les structures étatiques puissent trouver la formule qui sied pour véritablement éviter, on va dire, ces crises-là. Voilà. Quand vous prenez par exemple les orpailleurs, c'est généralement les premiers acteurs sur les lieux. Mais comme ils sont plutôt dans une exploitation artisanale et tout ça, ils n'ont pas la documentation, voilà, pour qui les confère, on va dire, cette zone de travail. Mais les entreprises, on va dire les industries minières, elles viennent plutôt avec des permis d'exploitation, voilà, qui définit carrément un périmètre donné, qui leur dit voilà, cette zone-là, de façon officielle, vous appartient. Donc il faut travailler véritablement à pouvoir relocaliser les premiers acteurs qui étaient les orpailleurs artisanaux, on va dire, dans une autre zone. Il faut en tout cas trouver une formule de sorte à ce que, même s'il y a lieu de délocaliser certains acteurs, voilà, qu'ils ne soient pas frustrés. Et il les fait savoir que c'est au regard des dispositions, des règles, de la documentation qu'ils sont relocalisés. Et je pense que l'exploitation artisanale, c'est une filière également que nos États doivent travailler véritablement à valoriser et aussi à assainir ou réglementer. Voilà. Ça va éviter véritablement des crises, et c'est des crises qui ne sont pas souhaitables et qui ont vraiment des conséquences souvent très déplorables. Oui, un complément. Okay. Pour ajouter, en réalité, quand vous prenez, on dit par exemple le permis minier. L'orpailleur se considère comme le premier sur les lieux. Pourtant, le permis a été octroyé avant même, peut-être plus de 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, voilà, et qu'on ne voyait pas le jugement jaillir. C'est quand ça commence à jaillir que l'orpailleur arrive sur les lieux. Mais dans la communication, on ne fait pas savoir à ces gens-là que le permis appartenait déjà à une entité ou bien à un individu. Alors, dès lors qu'on voit le multinational qui vient, l'orpailleur se dit qu'il est le premier, parce qu'il n'a jamais eu de communication pour lui faire comprendre que non, l'espace en question appartenait déjà à quelqu'un. D'où, dans les prises de décision, ils ne sont pas consultés ou ils ne sont pas associés dans les débats. Alors, pour moi, il faut réellement un cadrage, c'est-à-dire, c'est d'où même réellement le collectif aussi. Voilà, c'est de permettre à ce que tous ces acteurs-là puissent parler le même langage, qu'on ait l'harmonie, que chacun sache au moins quel est son rôle, quel est réellement son devoir et quelles sont ses limites. Cela permettra d'une manière à une autre de pouvoir pallier à ces conflits. Vous constituez un collectif qui regroupe tous ceux qui interviennent dans le secteur. Est-ce qu'il y en a des orpailleurs parmi vous? Oui.
Et nous sommes en train de travailler à pouvoir implanter le collectif dans les différentes communes ou voire les régions où se trouvent les entreprises minières et même au sein des entreprises minières. Parce que non seulement ça permettra à ces entreprises minières d'avoir un dialogue franc entre salariés ou orpailleurs et autres, voilà, en impliquant tous les acteurs de pouvoir réellement avoir une base solide pour pouvoir pallier à certaines crises. Oui, juge Bouma. Oui, justement, on a un secteur qui est en pleine mutation. Bon, de l'apprentissage, je dis après l'expérience du Poura, c'est comme si on n'allait même plus avoir de mines, alors que les dirigeants savaient qu'on a un potentiel minier. Seulement, ils n'ont pas travaillé à ce que, quand le boom minier va venir, qu'on puisse faire face. Conséquence, on a vu les tâtonnements. Mais après, on a commencé à stabiliser. Et ce qui fait bruit aussi souvent, c'est la part de l'État dans ces mines-là. La part de l'État en tant qu'actionnaire dans ces mines. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui fait l'exploration, qui trouve donc tous les frais, et puis bon, voilà. Aujourd'hui, est-ce que la situation s'est améliorée par rapport aux parts de l'État on n'est pas dit nos parts dans les mines, dans les entreprises minières. Mais c'est ça, c'est ce que nous disons, qu'il faut réellement des réformes. Ça veut dire, quand vous prenez par exemple le code, avant notre code, que ce soit le code minier ou le code de travail, moi je l'appelle code d'investissement. Puisque c'était à l'époque d'attirer les investisseurs dans nos pays. Exactement, c'était de faire en sorte que les investisseurs arrivent. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus. Nous devons avoir un code qui régit où tout un chacun, on pose nos conditions. Voilà. La réalité de 2010, par exemple, et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, nos réformes doivent avoir lieu avec les situations du moment. Par exemple, on a 1%, 10%. Bon, 1%. Oui, en tant qu'action, puisque du moment où tu n'es pas majoritairement, voilà, tu n'as pas une force à dire, ou tu n'as pas un mot à dire. Voilà, parce que non seulement tu détiens combien de parts par rapport à... Mais il faut être réaliste, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout le boulot jusqu'à l'installation. Est-ce que vous pouvez être... Oui, mais quand vous prenez par exemple la sous-région, vous prenez la Guinée, ils sont à combien de parts? Vous prenez par exemple le Mali qui a fait sa relecture récemment, qui est à 30% au jour d'aujourd'hui. Nous pouvons aussi faire mieux. Mais il faut réellement des réformes profondes. On peut même c'est-à-dire mettre à plat même toutes nos conventions que nous avons sur le secteur minier et c'est-à-dire mettre tous les acteurs sur la table et nous allons faire face à la réalité. À l'époque, moi je disais, en 2016, je disais que par exemple, vous prenez par exemple, à l'époque il y avait problème de l'électricité par exemple, mais les entreprises minières peuvent contribuer dans les zones de ressort à nous permettre que, au lieu de convoyer l'énergie dans ces zones, les entreprises minières peuvent réellement contribuer dans leurs zones pour pouvoir alimenter. Mais tout est une question de négociation. Par exemple, les exonérations sur les taxes et autres. On peut exonérer toute une mine à dire non, vous ne payez aucune taxe, mais en contrepartie, voilà le développement que nous voulons que vous assumez. Ou même, on peut dire, bon, le permis est octroyé, mais à telle période, nous allons faire, s'il y a lieu, on fait des réformes. Ça, c'est faisable, ça existe. Mais si on va se contenter pour dire, bon, compte tenu qu'il a eu à faire tout le boulot, nous sommes là seulement qui profiter et qu'on veut exiger, bon, il y a un problème. Parce que la crainte aussi, c'est que la terre nous appartient avant tout. La crainte aussi, c'est que l'investisseur dit, bon, avec vos conditions, moi je préfère plier bagage. Mais c'est tout un commentaire à son intervention. Voilà, vous savez que le Burkina Faso, c'est vraiment un pays qui a un très grand potentiel minier. Voilà, quand vous prenez, on va dire, l'Afrique de façon générale, le Burkina Faso est classé au niveau de la 3e position, après le Ghana et le Mali. Voilà, donc nous avons une production en moyenne autour de 96 à 100 tonnes l'année. Voilà. Donc, autour des années 2008-2009, le pays était dans une dynamique d'attirer les investisseurs au niveau du pays. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique, nous sommes dans une autre ère. Voilà. Et je pense que c'est l'occasion pour nos dirigeants de pouvoir véritablement opérer les réformes qu'il faut. Voilà. Pour, en tout cas, ne pas sortir, on va dire, totalement perdant. Voilà. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait quand même un certain nombre d'exonérations sur certains produits. Voilà, il y avait également, on va dire, un certain nombre d'avantages, voilà, qui étaient en tout cas concédés aux différentes sociétés minières ou aux différents investisseurs. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, nous sommes dans une dynamique où il faut beaucoup plus faire des réformes, voilà, et
pourquoi pas s'appuyer sur certains pays, on va dire d'à côté, je vais parler des pays limitrophes et tout ça, tels que le Mali, le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout ça, qui ont quand même, on va dire, une certaine avance sur l'organisation de façon générale même du secteur minier. Voilà. Nous pensons humblement qu'il faut des réformes. Voilà. Il faut vraiment que ce soit des réformes qui soient de nature à permettre que tous les acteurs soient gagnants, que ce soit les entreprises minières, que ce soit l'État, que ce soit les autres partenaires sociaux ou que ce soit véritablement les communautés impactées, que ce soit, on va dire, un deal, voilà, beaucoup plus gagnant-gagnant. Ça va nous éviter les crises, voilà, ça va nous éviter véritablement des situations, voilà, qu'on ne souhaite pas. Voilà. Alors nous sommes presque au thème de l'audience du tribunal. L'utilisation des produits chimiques au niveau des sites miniers comporte beaucoup de conséquences. Qu'est-ce qui sera fait par votre collectif sur cette question? Bon, en ce qui concerne l'usage ou bien l'utilisation des produits chimiques, je pense que il faut réellement un recadrage et une prise en compte de certains aspects. Parce que quand vous prenez au départ les entreprises minières, quand ils arrivent, il y a certains acteurs qui négligent ou qui n'arrivent pas réellement à appliquer toutes les conditions réelles qui ont été régies pour pouvoir faire l'implantation. Parce que dans le secteur minier, ça va trop vite. Ça veut dire que dès lors qu'on octroie le permis de construction, en un temps record, on part en production. Donc, il y a certaines conditions qui, d'une manière à une autre, qui est un peu bypassée ou qui est négligée d'une part à d'autre, parce qu'on va faire venir l'ensemble, c'est-à-dire toute une entité d'entreprise qui seront contractées pour pouvoir faire la construction, par exemple. Alors, il y a ces entreprises peut-être qui ne sont pas aguerries ou bien qui ne sont pas très professionnels dans le maillage lié au niveau de produits chimiques. Alors, avec les réformes, ça peut permettre d'une manière avoir des textes régis et les conditions prédéfinies pour pouvoir arriver à la mise en place de ces bacs. Et pour également appuyer ce que le président vient de dire, il faut dire que les sociétés minières de façon générale, dans leur politique interne, ont véritablement un regard sur en tout cas la gestion des produits chimiques. Voilà. Il y a d'abord le département santé-sécurité qui a pour rôle véritablement de pouvoir de travailler à préserver, on va dire, la santé et la sécurité des travailleurs et aussi veiller à une utilisation beaucoup plus efficiente en tout cas des produits chimiques. Il y a également le département de l'environnement qui a également dans ses cahiers de charges a pour véritablement rôle de veiller à ce qu'il n'y ait pas véritablement une pollution de nos sols par les produits chimiques. Donc il y a déjà une politique interne au niveau de chaque mine pour réglementer un peu l'utilisation des produits chimiques, les conditions d'utilisation et aussi elle forme véritablement les acteurs directs des produits chimiques, ça veut dire ceux-là qui utilisent directement les produits chimiques, que ce soit le transport, l'entreposage et aussi les mixages et tout ça. Il y a des formations à l'interne et ce sont des personnels, des personnes, on va dire, qualifiées ou formées qui les utilisent. Maintenant, l'État également, de façon générale également, a des accords vis-à-vis justement des sociétés minières pour réglementer non seulement l'utilisation des produits chimiques et aussi travailler à préserver surtout la pollution des sols qui peut naturellement atteindre nos nappes phréatiques et tout ça parce que c'est vraiment ça pourrait avoir des conséquences vraiment très drastiques sur les populations riveraines et tout ça. Donc le collectif dans ses objectifs également va travailler à appuyer les sociétés minières dans les questions de management interne et de gestion et aussi travailler à former aussi les acteurs sociaux sur en tout cas tout ce qui relève des différents pans du secteur minier. Et ceci marque la fin de cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Amédée Sawadgo, le président du collectif des acteurs du secteur minier, et Wahabo Sana, secrétaire général du collectif des acteurs du secteur minier, étaient nos convoqués à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. Merci juge Bernard Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, auditeurs qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.